La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur François Asensi. Merci, Monsieur le Président. En mai dernier, les députés du Front de gauche ont exigé la suspension des négociations sur le marché transatlantique. Car le projet TISA sur la libéralisation des services, le traité transatlantique, incarne une mondialisation ultralibérale qui bafoue la souveraineté des États, qui privatise les services publics, qui abaisse les droits sociaux et les normes environnementales. La publication du mandat de négociation est une première victoire de la mobilisation citoyenne, mais des questions demeurent. Pourquoi le gouvernement a-t-il refusé en mai dernier d'inscrire noir sur blanc que le TAFTA soit ratifié par le Parlement français? Comment la France pourra-t-elle accorder un blanc-seing à une commission européenne partiale et ultralibérale? Un président luxembourgeois défenseur inlassable des paradis fiscaux, un commissaire à l'énergie proche des lobbies pétroliers, un commissaire à la régulation bancaire en provenance de la City. C'est tout ce que les peuples européens rejettent. Sur le fond, le mécanisme d'arbitrage privé au service des multinationales n'a pas été sorti des négociations. La commissaire européenne en charge du commerce l'a reconnu devant le Parlement européen, mais en défendant ce dispositif explosif dans l'accord signé avec le Canada. Avec ce traité, Monsanto pourra attaquer en justice notre principe de précaution pour imposer les OGM. Goldman Sachs pourra demander la suppression de la taxe Tobin. Les fonds de pension rançonner les États comme en Argentine. Monsieur le ministre, puisque les libéraux européens veulent maintenir cette boîte de Pandore arbitrale qui affaiblira la France, n'est-ce pas là une condition suffisante pour demander la suspension des négociations? Merci. La parole est à Monsieur Matthias Fekl, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député François Asensi, vous posez une question sur un sujet d'intérêt majeur. J'ai eu l'occasion, il y a quelques jours, de répondre à une question concernant le traité avec le Canada. Je le fais volontiers aujourd'hui concernant le traité transatlantique de négociation avec les États-Unis. Dès le lendemain de ma nomination, je me suis saisi de cette question avec de premières décisions, de premières démarches auprès de l'Union européenne, en me rendant à Bruxelles, à Berlin, à Rome, pour une rencontre avec l'ensemble des ministres du commerce extérieur, pour obtenir des avancées sur la transparence. Et nous sommes d'accord sur ce point, il ne peut plus y avoir de négociations commerciales totalement opaques. Et donc, la France, avec l'Allemagne, avec la présidence italienne, avec d'autres États européens, a obtenu enfin la transparence sur les mandats de négociation et je m'en félicite. Vous posez également la question des mécanismes d'arbitrage investisseurs-États. Je note à cet égard les propos ce matin du nouveau président de la Commission européenne ayant indiqué clairement son refus de voir l'accès aux juridictions nationales limité et de voir des juridictions secrètes avoir le dernier mot en la matière. C'est la preuve que lorsque la France, lorsque l'Allemagne, lorsque nos partenaires européens s'expriment ensemble, les choses avancent. Nous avons travaillé là-dessus aussi avec mon collègue Harlem Désir qui s'entretient régulièrement de cette question avec ses homologues européens. Et puis concernant le dernier mot au Parlement, je réaffirme ici avec force que le Parlement, les parlements nationaux devront avoir le dernier mot comme il est normal en démocratie. Merci Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Joël Giraud. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Décentralisation. Dans le cadre du 30e congrès des élus de montagne, vous avez rappelé les enjeux spécifiques de ces territoires et leur contribution à l'intérêt national et européen. Or, nos territoires de montagne, en particulier s'ils sont frontaliers et plus encore s'ils sont touristiques, sont durablement impactés par la baisse des dotations et par le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le seul revenu par habitant sur lequel il est basé ne pouvant équitablement révéler l'ensemble des réalités de l'économie de montagne. Or, je voudrais vous proposer une nouvelle piste pour rapprocher enfin la politique de cohésion territoriale de l'Union européenne et la reconnaissance des services rendus par la biodiversité, concilier enfin développement économique et conservation environnementale, permettant de reconnaître la richesse environnementale de la nation et a fortiori de ses massifs montagneux, mais également de tous les territoires ruraux qui apportent ces aménités positives.
Celles-ci ont été mises en relief par une étude sur l'économie des écosystèmes et de la biodiversité lancée par l'Allemagne et la Commission européenne sous l'égide du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Ce travail peine aujourd'hui à être décliné concrètement à l'échelon national, régional et local. Seules la Grande-Bretagne et la République tchèque ont commencé à l'intégrer dans le calcul des dotations aux collectivités locales. Nous avons pourtant de nombreux sites classés, des réserves naturelles, des zones Natura 2000, des parcs naturels régionaux, des parcs nationaux. Les zonages des espaces naturels ne manquent pas et nos documents d'urbanisme doivent à juste titre les prendre en considération. Mais la France fait de la résistance. Il suffit de voir les réactions de la DGCL qui s'emploie à supprimer un excellent amendement à la loi sur la transition énergétique introduisant la sobriété de l'éclairage public des communes comme critère de péréquation pour l'illustrer. Nous avons identifié en Europe des expériences qui nous donnent des exemples concrets de mise en place de politiques qui marchent, que ce soit par l'intermédiaire d'une réforme des subventions, de taxes pour l'utilisation des ressources ou de paiements pour les services écosystémiques. Alors, Madame la Ministre, êtes-vous prête à lancer ce chantier? Seriez-vous d'accord pour que les zones à fort enjeu environnemental et notamment les massifs de montagne deviennent demain des territoires pilotes au travers d'une politique d'adaptation des dotations à ces aménités positives? Merci. La parole est à Madame Maryse Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Joël Giraud. Le Premier ministre lui-même a tenu à être présent à l'Assemblée des élus de la montagne. Un certain nombre de sujets ont d'ores et déjà été abordés au cours de ce colloque. Il faut les rappeler. Dans la conférence territoriale de l'action publique, qui importe beaucoup les élus de la montagne, ce sont les seuls qui ont obtenu le fait qu'ils soient obligatoirement présents dans les conférences de l'action territoriale de l'action publique. C'est une avancée importante, nonobstant bien évidemment la codification de la loi sur la montagne dont on fêtait à ce moment-là les 30 ans. Concernant l'organisation territoriale et plus particulièrement la dotation globale de fonctionnement. Monsieur Giraud, déjà depuis plusieurs mois, et j'avais eu l'occasion ici d'énumérer un certain nombre de principes que nous pourrions examiner ensemble, j'ai en charge une refonte de la dotation globale de fonctionnement, une révision de tous les critères. Ils s'empilent depuis de longues années et ne correspondent plus à la réalité. Outre la démographie, le revenu moyen par habitant qui peut pénaliser un certain nombre de communes, et en particulier le Premier ministre a tenu à répondre sur le cas des communes frontalières qui sont souvent pénalisées par ces calculs, nous avons décidé d'introduire les mètres carrés, ce que j'appelle les mètres carrés précieux. Là où on ne construit pas, sauvegarde du patrimoine agricole, les mètres carrés agricoles, les périmètres de captage, les grandes zones naturelles, les parcs, c'est-à-dire tous ces grands espaces d'intérêt général sur lesquels on ne peut pas construire. Or, un maire aujourd'hui, comme un président de conseil général, s'il veut faire monter effectivement sa ressource, est condamné à la construction. Or, nous pensons que pour l'agriculture, comme pour la sauvegarde de la biodiversité, ces mètres carrés précieux doivent être pris en compte. Et Madame Pires-Beaune ici, Monsieur Dallier au Sénat, ont une mission que leur a confiée le Premier ministre. Vous serez sans aucun doute associés. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Pierre Lequillet. Oui, Monsieur le Premier ministre, la France est aujourd'hui l'enfant malade de l'Europe qui apparaît seul face à Bruxelles et doit quémander le secours de l'Allemagne qu'il y a peu, les socialistes vilipendaient. Tout le monde s'inquiète de vos choix catastrophiques, contradictoires et controversés au sein même de votre majorité éclatée, comme hier sur le vote pourtant symbolique du budget. La Commission européenne, le FMI, la Cour des comptes française, nos partenaires européens et même notre prix Nobel d'économie Jean Tirole vous appellent tous à de profondes réformes structurelles. En effet, le décalage de compétitivité se creuse entre la France et nos partenaires et le chômage s'aggrave mois après mois dans notre pays. Le candidat François Hollande promettait un déficit de 3% en 2013, objectif qu'il n'a absolument pas tenu et n'atteindra même pas pour 2017. Sans aucun cap, vous êtes constamment pris en tenaille entre les multiples appels à la raison et votre majorité qui ne tient plus qu'à un fil. Vous croyez que le fait d'obtenir des délais supplémentaires est un succès pour votre gouvernement, mais c'est au contraire un échec humiliant pour la France. Au sein de la zone euro, le grand défi est d'engager une étape majeure, celle de la convergence fiscale. Or, nos prélèvements obligatoires culminent à 46,3%
quand la moyenne européenne est de 40,5% et que l'Allemagne est à 39%. Le peuple de France est capable de courage et de dépassement dès lors qu'il sait où on le conduit. Mais le président de la République, indécis, inaudible, ne donne aucun sens à son action, incomprise en France comme en Europe. Quand comprendrez-vous que la crédibilité et l'influence de la France en Europe dépendent d'abord de sa santé économique et donc de sa vertu fiscale? La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Pierre Lequillier, vous connaissez ces questions. Et c'est pour cela que là aussi, pardon de le répéter dans cet hémicycle, je m'étonne du ton et de la manière dont vous parlez de notre pays. Parler de la France comme l'homme malade de l'Europe, c'est reprendre exactement la même antienne qui était celle qui concernait l'Allemagne au début des années 2000. Et je l'ai dit d'ailleurs à nos amis allemands en m'adressant à la presse, au patronat ou aux syndicats allemands, dans la discussion que nous avons avec les Allemands, et donc je vous le dis également à vous. Évitons les uns et les autres, je le disais aux Allemands, de parler de nos pays dans ces termes, et évitez, monsieur le député, me semble-t-il, si je puis vous donner ce conseil amical, de parler ainsi de notre pays. La France a transmis mercredi dernier son projet de budget à la Commission européenne. Et il faut être précis parce que vous ne l'avez pas été. La Commission, et Michel Sapin l'avait rappelé ici même, n'a pas le pouvoir de rejeter ou de censurer un budget. Elle émet un avis sur notre budget comme sur tous ceux des États membres de la zone euro dans le cadre de la coordination des politiques économiques dans la zone euro. Mais je le rappelle et je le redis ici devant la représentation nationale, la souveraineté sur le budget appartient au Parlement français et à l'Assemblée, et c'est nous qui assumons la politique, les réformes, les choix budgétaires qui sont les nôtres. Nous sommes bien évidemment, et vous le savez parfaitement, en dialogue permanent avec la Commission et nos partenaires. Nous leur avons expliqué le contenu de nos textes. Michel Sapin, Emmanuel Macron, et également pour ce qui me concerne, nous l'avons fait auprès de la Commission comme de nos partenaires pour montrer l'ampleur des efforts, pas ceux du gouvernement, mais de la France, que nous faisons en faveur des entreprises et des économies que nous réalisons. Mais ce qui a changé profondément, et je pense que le débat est au cœur maintenant de l'Europe, c'est l'environnement économique, c'est l'environnement macroéconomique. Et je n'ai pas entendu cela dans vos propos. Aujourd'hui, et c'est le risque majeur, on craint une nouvelle récession, non pas en France, mais dans la zone euro. L'Allemagne, et personne ne peut s'en réjouir, n'est pas épargnée, on l'a vu avec les mauvais chiffres publiés ces dernières semaines. Et dans la discussion que Michel Sapin et Emmanuel Macron ont eue avec leurs homologues allemands, dans la discussion que j'avais eue avec la chancelière comme avec le vice-chancelier il y a 3 semaines, c'est une préoccupation. Et en plus, non seulement il y a un risque de récession, mais l'inflation a fortement baissé, ce qui n'avait pas été anticipé. Dès le 1er août, j'avais indiqué qu'il y avait un risque de déflation. L'inflation est négative dans plusieurs pays de la zone euro. Et en France, les chiffres de l'INSEE de la semaine dernière montrent que l'inflation sous-jacente est à un niveau qui n'était jamais arrivé et qui doit tous nous inquiéter. Nous sommes très loin donc de la cible de 2% d'inflation par rapport à laquelle les règles budgétaires ont été construites. Donc ce dialogue avec la Commission va construire, mais ce qui est essentiel, c'est le débat qui s'ouvre sur la question de la croissance et des investissements. Et donc le problème, monsieur le député, c'est là où vous faites un contresens, ce n'est pas la France. Comme toutes les organisations internationales, vous les évoquiez, le répètent depuis des mois, le problème, ce n'est pas la France. La France, elle doit prendre ses propres décisions, elle doit faire des économies, elle doit faire ses propres réformes pour elle-même, pas parce que l'Europe lui demande, mais le problème, c'est la panne de croissance et d'inflation dans la zone euro. Et la zone euro risque de décrocher par rapport au monde. Mais si vous voulez ce débat, et à ce niveau-là, moi je vous rappellerai dans quel état nous avons trouvé le pays en 2012 et le niveau d'inflation. Si vous voulez ce débat, si vous voulez qu'on vous rappelle qui a respecté la parole de la France dans les traités, les choses sont très faciles. Mais revenons, puisque monsieur le député, vous connaissez ces questions, l'enjeu essentiel, il s'agit de doter l'Europe d'une réelle politique d'investissement, de soutien à la croissance et à l'emploi.
Et il y a deux éléments majeurs qui sont intervenus, que vous-même, vous n'avez pas rappelés. D'abord, c'est la baisse de l'euro. À la tribune de l'Assemblée nationale, au mois d'avril, j'avais considéré, je n'étais pas le premier à le dire, mais je l'avais affirmé ici de manière solennelle, que l'euro était trop fort, que l'euro était trop cher. Et moi, je me réjouis que la Banque centrale européenne ait pris des décisions essentielles pour permettre la baisse de l'euro, et c'est bon pour notre économie et pour nos entreprises qui exportent bien évidemment en dehors de la zone euro. Et l'autre élément important, ce sont les 300 milliards proposés par le président de la Commission, le prochain président de la Commission, Jean-Claude Juncker. Et donc, il faut alimenter ces investissements. C'est ce que nous voulons faire aussi avec nos partenaires allemands. Alors, plutôt que de regarder uniquement la situation de la France, même si évidemment elle nous intéresse au premier chef, plutôt que de critiquer pour critiquer, plutôt que de ne pas porter un regard lucide sur notre situation, je vous invite à regarder de près ce qui a échoué en Europe. Et ce qui a échoué en Europe, ce sont des politiques d'ajustement qui n'ont pas pris en compte les risques en matière de récession. Et vous n'avez pas pris, quand vous étiez au gouvernement, ces responsabilités. Nous les prenons. C'est le débat qui est ouvert. C'est la position que le président de la République portera au Conseil européen. Et ainsi, de tous les côtés de l'hémicycle, on verra que la politique du gouvernement est la bonne pour la croissance et pour l'emploi, pas seulement en France, mais en Europe. La parole est à Monsieur Philippe Cordery. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre en charge des questions européennes. L'Europe est au bord de la déflation. Voilà l'héritage de M. Barroso et de 10 ans de majorité de droite en Europe. Au lieu de mettre en œuvre des politiques de soutien à l'investissement, ils ont fait le seul choix de l'austérité, enfonçant l'Union européenne dans la crise profonde. Même l'Allemagne voit aujourd'hui sa croissance ralentir. Il est donc urgent d'agir afin d'éviter la spirale infernale de la déflation que le Japon a connue dans les années 90. Reprenant une demande de la France, portée pendant la campagne par les socialistes européens, le nouveau président de la Commission européenne a annoncé un plan d'investissement de 300 milliards d'euros. L'Allemagne y a répondu positivement à l'occasion de la visite à Berlin de messieurs Sapin et Macron. Nous ne pouvons que nous réjouir de ce nouvel état d'esprit et je salue la détermination du président de la République qui, depuis son élection en 2012, porte à chaque Conseil européen cette nécessaire réorientation de l'Union vers la croissance et l'emploi. Notre priorité est maintenant de donner un contour réel à ce plan, qui pourrait se focaliser sur 5 priorités: la transition énergétique, la mobilité durable, la recherche, le numérique et l'emploi des jeunes. Sa mise en œuvre doit permettre de mobiliser les fonds privés, certes, mais également publics. Car en cette période de crise, nous ne pouvons nous contenter d'attendre les efforts privés. La puissance publique doit initier la relance de l'Union européenne par l'émission d'euro-obligations dédiées spécifiquement au financement des grands chantiers, de la taxe de la transaction financière ou d'un plan d'épargne européen. L'Union européenne doit mobiliser des ressources nouvelles en dehors du budget européen. Les contributions nationales à ce plan devraient par ailleurs être exclues du calcul du déficit budgétaire. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous informer des intentions de la France quant au financement de ce plan de relance européen et nous dire quels chantiers prioritaires en France pourraient en bénéficier? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, Harlem Désir. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Cordery. Effectivement, la situation économique dans la zone euro est la priorité numéro 1 et elle sera au cœur des travaux du Conseil européen qui se réunit les 23 et 24 octobre. Le manque d'investissement est aujourd'hui tel dans l'ensemble de l'Union européenne que nous avons du retard par rapport au niveau de l'investissement public et privé d'avant la crise de 2008. L'investissement public est en Europe aujourd'hui à un niveau inférieur à ce qu'il est, par exemple, aux États-Unis. Il représente moitié moins en proportion du PIB. 2% du PIB en investissement public en Europe, 4% du PIB en investissement public aux États-Unis, qui ne sont quand même pas un État réputé pour être particulièrement soviétique, je dirais. Donc aujourd'hui, il y a dans ce retard de l'investissement non seulement quelque chose qui est préjudiciable à l'activité présente et qui peut concourir à cette longue stagnation qui est malheureusement indiquée par les chiffres d'une croissance atone et d'une inflation extrêmement basse, mais qui peut aussi mettre en cause notre potentiel de croissance future. Nous prenons du retard
par rapport à l'avenir. C'est pourquoi, monsieur le député Cordery, vous avez raison de dire que nous nous sommes battus et que nous avons soutenu la proposition du nouveau président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, pour qu'il donne la priorité à un plan de soutien aux investissements. Et le président Juncker a annoncé un plan de 300 milliards d'investissements publics et privés au cours des 3 prochaines années. Dans quoi ces investissements doivent-ils aller? Car tous les pays d'Europe sont concernés. En Allemagne, aujourd'hui, on débat d'un investissement de 80 milliards d'euros dans les infrastructures. Dans beaucoup de pays, les pays d'Europe de l'Est, mais aussi les pays de la péninsule ibérique, on débat d'investir dans les infrastructures énergétiques. Nous-mêmes, nous aurons besoin d'investir dans la transition énergétique. Mais en France, c'est plus particulièrement dans l'énergie, dans le numérique, dans la recherche et dans l'innovation que nous voulons que ce plan d'investissement nous permette de relever le potentiel de croissance. Je vous remercie. La parole est à monsieur François-Michel Lambert. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi au préalable de souhaiter la présence des représentants des jeunes chambres économiques françaises ici présents qui tiennent aujourd'hui à l'Assemblée nationale leur rendez-vous Parlement-entreprise afin de développer les échanges indispensables entre le monde de l'entreprise et les députés. Monsieur le ministre, les chefs d'État et de gouvernement européens se réunissent demain et après-demain à Bruxelles pour un Conseil européen qui doit décider de notre avenir énergétique et climatique. L'enjeu est capital pour lutter contre le réchauffement climatique, pour créer les emplois de demain, pour enclencher une révolution industrielle d'avenir, pour notre balance commerciale et notre indépendance énergétique. Ce pacte européen sur la transition énergétique définira en grande partie la position de l'Union européenne lors de la conférence climat de Paris fin 2015 et sera gage de sa réussite. Chacun mesure donc l'importance du rendez-vous des 2 prochains jours. Or, les désaccords entre États membres sont connus et la négociation sera extrêmement serrée. C'est la raison pour laquelle la France doit être ambitieuse. Elle doit être moteur de cette transition énergétique européenne et doit être à la tête des pays les plus volontaires. Pour cela, le gouvernement doit soutenir un triple objectif clair et impératif pour 2030. Un objectif minimum de réduction de 40% d'émissions de gaz à effet de serre. Un objectif contraignant de 30% d'énergie renouvelable répartie entre les pays. Un objectif contraignant de 30% de gains d'efficacité énergétique. Monsieur le Premier ministre, avec Ségolène Royal, vous avez eu le courage d'enclencher la transition énergétique en France. Il faut maintenant l'initier en Europe. Pouvez-vous nous préciser comment la France défendra le triple objectif que je viens d'évoquer pour que la France soit à la hauteur des enjeux? Je vous remercie. Merci. La parole est à madame Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Merci Monsieur le Président, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les députés, vous avez fort bien résumé les enjeux de ce Conseil européen qui commence demain, qui est en effet un rendez-vous crucial, qui n'est pas un rendez-vous facile, parce que les pays européens ont des modèles énergétiques très différents, et là ils doivent avoir la force, la capacité, le reste du monde les regarde par rapport aux enjeux de la conférence Paris-Climat de l'année prochaine, pour savoir si l'Europe aura la volonté, l'intelligence, la sagesse de se mettre d'accord sur des objectifs communs. Et je crois qu'il y a 3 bonnes raisons pour que l'Europe réussisse à se mettre d'accord. C'est d'abord parce qu'elle a une responsabilité à l'égard de la planète et qu'elle doit préparer l'après-pétrole et l'après-charbon, avec l'objectif d'au moins 40% de réduction des gaz à effet de serre. Ce sera demain la position de la France. Et la France sera d'autant plus en position de force que grâce à vous, grâce à l'Assemblée nationale et grâce au vote de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, nous avons rempli nos responsabilités, nous avons montré notre sens de notre ambition écologique et nous avons fait en sorte de pouvoir être en effet pays leader maintenant au niveau européen pour obtenir ces objectifs. Le second, c'est d'avoir vraiment la confiance dans nos industries d'avenir et de se dire que ce défi climatique doit nous permettre de déclencher la croissance verte, la création d'emplois et la sortie de crise. Et la troisième, c'est notre responsabilité à l'égard des pays qui subissent le plus durement la question du réchauffement climatique. Et comme le disait Ban Ki-moon au sommet du climat pour New York, la France, l'Europe est très attendue parce que de l'accord qui sortira demain dépendra le dégagement d'un nouveau souffle et d'un nouvel espoir pour obtenir à Paris aussi des engagements concrets et opérationnels. Merci. La parole est à monsieur Axel Poniatowski. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Défense. Monsieur le ministre,
Les mois se suivent et mois après mois, nous sommes nombreux dans cet hémicycle à vous interpeller, à interpeller votre gouvernement et les pays européens sur l'absolue nécessité de créer véritablement une politique européenne de la défense. Longtemps, nous l'avons vu comme le moyen nécessaire d'appuyer, de renforcer la politique étrangère européenne. Aujourd'hui, c'est toujours cela, mais encore beaucoup plus. Le terreau-fondamentalisme se développe dans le monde entier, en Afghanistan, au Proche et Moyen-Orient, dans le Sahel et en Afrique subsaharienne, dans le Golfe Persique et dans la Corne de l'Afrique et maintenant dans le Sud-Est asiatique. Ce fondamentalisme est aux portes de l'Europe et représente une menace pour notre sécurité. Jusqu'à présent, la plupart des pays de l'Union européenne ont refusé d'y consacrer les moyens budgétaires appropriés et se sont abrités pour leur protection sous le parapluie américain, sous le parapluie de l'OTAN. Mais l'OTAN n'est pas l'organisation appropriée pour faire face au terrorisme. Les atermoiements de la Turquie dans la lutte contre l'État islamique du Levant en est la triste et cynique expression. En guise de prise de conscience, les budgets de la défense des pays européens, la France y compris, continuent à se réduire comme peau de chagrin. Cette attitude est irresponsable. Alors, Monsieur le Ministre, ce dont l'Europe a besoin pour être écoutée, pour être influente, pour être puissante et surtout pour se protéger tout simplement, c'est de se doter d'une force européenne de projection pour les opérations extérieures de 50 à 100 000 hommes avec les équipements appropriés. Ma question est simple. Quelle initiative entendez-vous prendre en ce sens? Merci. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Axel Poniatowski, je partage assez largement votre analyse. La construction de l'Europe de la défense est un chantier au long cours. Mais je voudrais toutefois vous faire observer que, sur l'initiative de Laurent Fabius et de moi-même, le Conseil européen de décembre dernier, pour la première fois depuis 5 ans, et avant il n'en avait pas parlé 5 ans auparavant, pour la première fois depuis 5 ans, et donc la deuxième fois en 10 ans, a mis à l'ordre du jour les questions de défense et de sécurité. Vous allez me dire il était temps, mais en tout cas c'est arrivé. Et ce Conseil européen a fixé un certain nombre d'axes de travail dans le domaine opérationnel, en essayant de faire en sorte que les groupements tactiques européens, vous faites allusion à une force d'intervention rapide, soient davantage mobilisables rapidement, faisant en sorte aussi qu'au niveau opérationnel, on renforce l'interopérabilité des forces. Ce Conseil européen a aussi décidé de renforcer la mutualisation capacitaire. Je pense en particulier au domaine des drones, au domaine du ravitaillement en vol, au renforcement de l'Agence européenne de défense, au domaine du transport tactique. Ce Conseil européen a aussi décidé de renforcer la coopération industrielle en matière de défense. C'est singulièrement le cas pour la coopération franco-allemande dans le domaine de l'armement terrestre. Donc il y a eu des avancées, et l'avancée la plus importante, c'est que le Conseil européen a décidé d'en parler tous les ans, et que la prochaine rencontre sur ce sujet aura lieu au mois de juin prochain. Alors c'est vrai qu'il y a encore un long chemin. Il n'y a pas aujourd'hui d'autorité politique européenne capable de dire on va rentrer en premier sur un théâtre, mais il y a des progrès que je me permets de constater. D'autres progrès sont aussi constatés dans la coopération de l'Union européenne sur différentes interventions de la France en Afrique, mais vous le savez. En tout cas, sur les enjeux fondamentaux, il importe que la France poursuive ses efforts. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Arnaud Richard. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le Conseil européen va se pencher sur le nouveau cadre d'action en matière de climat et d'énergie, et le groupe UDI s'interroge sur la place de la France dans ces négociations. La France qui a un rôle prépondérant à jouer, nous en sommes tous convaincus sur ces bancs. La France qui a l'ardente obligation, Madame la ministre Ségolène Royal, de continuer à être volontariste sur ce sujet. On ne peut pas dire que le débat sur la transition énergétique nous rende très forts face à cette négociation par rapport à la situation qui était celle de 2008 avec le Grenelle de l'environnement, qui donnait une grande force et un leadership à la France et a permis à sortir le premier paquet climat-énergie. Nous sommes évidemment favorables
au deuxième paquet climat-énergie à l'horizon 2030. Et Madame la Ministre, quand je vois la teneur de la réponse que vous avez faite à nos collègues écologistes, je me demande s'il y a vraiment un volontarisme dans ce gouvernement. Alors ne le prenez pas mal, Madame la Ministre, et peut-être que c'est le Premier ministre qui va m'en assurer, mais j'ai l'impression que la maison continue à brûler et que vous êtes en train de sortir la toile de tente. Voilà. Donc le volontarisme n'est pas là, manifestement. Pour autant, c'est un sujet sur lequel nous espérons tous que vous serez capables de convaincre nos partenaires européens. Merci. La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Monsieur le député, merci de votre question qui va me permettre de préciser la réponse de tout à l'heure. D'abord, je voudrais saluer l'abstention de votre groupe à la loi de transition énergétique pour la croissance verte, car qui ne dit mot consent. Donc je considère que vous avez apporté votre soutien au gouvernement et à cette majorité qui s'est engagée avec détermination. Et donc, en effet, la France se bat. Elle se bat grâce, je l'ai dit, à l'Assemblée nationale qui a voté cette loi que la Commission européenne a qualifiée de la loi la plus en avance au niveau européen parce qu'elle englobe tous les sujets de l'efficacité énergétique en passant par les énergies renouvelables, l'économie circulaire, la montée en puissance du mix énergétique, la transparence démocratique. Et donc nous allons soutenir premièrement l'objectif d'au moins 40% de réduction des gaz à effet de serre. Nous allons soutenir l'objectif de 30% d'efficacité énergétique et l'objectif de 27% d'énergie renouvelable, alors que je vous le rappelle, l'Assemblée nationale a voté 32% d'énergie renouvelable, mais nous pensons qu'à 27%, c'est un juste compromis pour l'ensemble des pays européens. L'objectif n'est pas gagné, l'accord n'est pas gagné, ça va se décider demain et après-demain parce que, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de pays ont des difficultés énergétiques, certains ont même rouvert des mines de charbon, d'autres ont des difficultés pour investir dans le renouvelable, mais je pense que l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement vont faire preuve de responsabilité parce que l'Europe a un message aussi de civilisation à donner au reste du monde. Et comme nous avons su faire après la guerre l'Europe de l'énergie avec la communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, aujourd'hui nous avons le même défi à relever, construire l'Europe de l'énergie du futur avec la montée en puissance des énergies renouvelables et de la performance énergétique. Et je suis convaincue que nous allons réussir. Merci. La parole est à Madame Dominique Nachery. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, grâce à une politique familiale dynamique, la France dispose aujourd'hui de deux atouts majeurs qui la placent dans une situation privilégiée au regard de ses partenaires européens. D'abord, le dynamisme de son taux de fécondité qui permet le renouvellement des générations, avec un taux de fécondité de 1,99 enfants par femme en 2013, en légère baisse par rapport au taux 2,01 en 2012, la France reste avec l'Irlande le pays le plus fécond d'Europe. Ensuite, le taux d'activité des femmes. Avec un taux de 67% en 2013, la France figure parmi les bons élèves européens et se situe au-dessus de la moyenne de l'Union européenne. Nous pouvons tous nous en féliciter. Ces atouts soulignent le bien fondé de notre politique familiale dont les résultats sont enviés par nos partenaires européens. C'est le fruit d'un consensus depuis le Conseil national de la résistance. C'est une des politiques publiques les plus efficaces. Or, depuis 2012, vous avez choisi de remettre en cause notre politique familiale avec des mesures successives, touchant matériellement et symboliquement un grand nombre de familles. D'abord le quotient familial, puis la fiscalisation des majorations de retraite au-dessus de 3 enfants, la remise en cause de la prestation d'accueil du jeune enfant et du congé parental, et maintenant la modulation des allocations familiales. Monsieur le Premier ministre, alors que nos voisins européens cherchent à rénover leur politique familiale et envient nos bons résultats, avez-vous conscience que vos mesures d'économie sur le dos des familles risquent de remettre en cause nos atouts? Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, puisque vous voulez parler Europe, parlons Europe. Parce qu'il ne suffit pas de constater que la France a l'un des meilleurs taux de natalité
du continent européen. Il s'agit de se demander pourquoi. Et vous avez raison de souligner que nos voisins nous envient. Nos voisins nous demandent à quoi tient la force de la natalité française. Et que nous demandent-ils? S'il vous plaît. Que nous demandent-ils? Comment font les femmes françaises pour travailler et avoir des enfants? Et la réponse, c'est que nous mettons en place une politique familiale active qui ne repose pas uniquement sur des prestations, mais qui repose aussi sur des crèches, des assistantes maternelles, une école maternelle. C'est cela la politique familiale de la France. C'est un modèle de prestations et d'allocations universelles, Madame la députée. Allocation universelle aujourd'hui, allocation universelle demain. Parce que toutes les familles qui aujourd'hui ont des allocations familiales continueront d'avoir des allocations familiales. Mais puisque nous avons à faire des économies, il est juste, je le dis Madame la députée, il est juste qu'une famille qui touche 7 000, 8 000, 9 000 euros ou plus reçoive moins d'allocations qu'une famille qui a 4 000, 5 000 euros de revenus. Cela, c'est la justice. Mais la justice est aussi de faire en sorte que toutes les familles, que toutes les femmes, tous les hommes, toutes les femmes puissent faire garder leurs enfants pour avoir un projet professionnel. C'est cela la force du modèle familial français, c'est cela la force du modèle social français. Nous en sommes fiers et nous le présentons en exemple à l'échelle européenne. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Françoise Imbert. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre des Finances. Depuis 2012, la France mène une lutte acharnée contre toutes les formes de fraude. La fraude fiscale, parce qu'elle menace l'essence même du contrat social, est au cœur de nos attentions. Pour 2014, 1,8 milliard d'euros de recettes vont être générés par le durcissement de la lutte contre l'évasion et l'irrégularisation fiscale. Ces recettes, notre majorité a décidé de les consacrer à la baisse de l'impôt sur le revenu de 9 millions de ménages. Deux lois du 6 décembre 2013, celle relative à la fraude fiscale et à la grande délinquance économique et financière, et celle portant sur le procureur de la République financier, ont été de puissants leviers pour réussir sur ces questions. Chers collègues, fraude de riches contribuables tentés par l'évasion, fraude de multinationales pratiquant une optimisation fiscale abusive, lutte contre les paradis fiscaux, la gauche a placé ces thèmes majeurs au cœur de l'agenda national, mais aussi international. Conseil européen, Conseil ECOFIN, G8, G20, la France est le porte-parole inlassable de la régulation et de la justice. Nous tenons à saluer cette constance et les succès qui l'accompagnent. En effet, la semaine dernière, une nouvelle avancée considérable a été obtenue. Lors du dernier Conseil ECOFIN, les 28 ministres européens des Finances sont parvenus à un accord pour pratiquer l'échange automatique d'informations. Cet accord devrait entrer en vigueur en 2017. Très concrètement, cela signifie que le secret bancaire n'aura plus cours sur le territoire européen. Monsieur le ministre, en quoi ces avancées constituent-elles un progrès ? Quelles avancées concrètes pourrons-nous en retirer et impliquent-elles de modifier notre droit interne pour rendre notre législation plus efficace? La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Merci Madame la députée d'attirer notre attention et l'attention de l'ensemble de l'Assemblée ici sur ce combat qui est déterminant. Dans un monde où tous les citoyens, prenons l'Europe, tous les citoyens d'Europe sont sollicités en termes de paiement d'impôts, où tous les budgets des États européens sont en difficulté par rapport à l'équilibre budgétaire. La fraude, qui était déjà moralement insupportable, est aujourd'hui ce que nous devons combattre avec le plus de détermination et d'efficacité. Nous le faisons, la France le fait, mais l'Europe le fait. La France, l'Allemagne très déterminée avec nous à agir dans ce domaine-là. Nous portons cette parole au niveau européen, mais aussi au niveau mondial, parce qu'on sait bien qu'on ne peut lutter contre la grande fraude fiscale, celle des personnes comme celle des sociétés, que s'il y a des échanges confiants entre les pays, entre les administrations, entre les justices qui poursuivent ces fraudeurs. Et aujourd'hui, il y a l'obstacle que vous avez décrit, celui du secret bancaire. Madame la députée, Mesdames, Messieurs les députés, le secret bancaire, oui, en 2017, ce sera terminé.
Terminé parce que ce combat, nous sommes en train de le gagner. Terminé parce que c'est l'échange automatique d'informations qui servira de guide à toutes les administrations d'Europe et la plupart des administrations du monde pour lutter contre cette grande fraude fiscale. Mais il faut aussi agir contre ce qu'on appelle l'optimisation fiscale des grandes sociétés. Vous savez, ces grandes sociétés internationales, parfois virtuelles dans leur fonctionnement, pas virtuelles dans leurs résultats, qui ont de gros bénéfices et qui ne payent d'impôts nulle part parce qu'ils utilisent un certain nombre de failles fiscales. Et ça, cette lutte contre l'optimisation fiscale, c'est le deuxième combat que nous portons en Europe avec une coordination très forte entre nos pays et que nous portons au niveau aussi mondial. Je suis persuadé qu'au G20 de Brisbane, dans quelques semaines, nous aurons là aussi une avancée considérable qui nous permettra de lutter contre ce type même de fraude fiscale insupportable. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Étienne Blanc. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, il n'est pas une semaine, voire même une journée, au cours de laquelle les grands médias européens et les médias français ne nous montrent les images des drames humains qui se déroulent sur les frontières de l'Union européenne. C'est à Lampedusa, c'est sur la frontière entre le Maroc et l'Espagne, et c'est en mer de Libye. Mais ce sont aussi des drames qui se déroulent en France, particulièrement à Calais. Depuis le 1er janvier 2014, le nombre de clandestins sur la région de Calais a été multiplié par 4. On estime aujourd'hui à 1500 personnes les clandestins qui se trouvent dans l'agglomération du Grand Calais. 3 rixes, cette semaine, ont généré des violences graves. Les forces de l'ordre ont de la peine à faire face. En tout cas, elles s'alarment et elles vous apostrophent directement. Monsieur le Premier ministre, cette situation, elle résulte évidemment de problèmes qui touchent l'Afrique et à son instabilité politique. Mais ces difficultés, elles résultent aussi des règles de droit qui régissent l'immigration en Europe. Et quand on parle de cela, évidemment, on parle d'abord de Schengen. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question elle est assez simple. Face à ces drames qui sont contraires à l'image que l'Europe veut donner de la solidarité et des droits des personnes, quelles sont les propositions que peut faire la France pour faire évoluer les accords de Schengen et permettre d'apporter des réponses plus solides à un meilleur contrôle des flux migratoires? Et deuxième question, à travers Schengen, quels sont les moyens que peuvent mettre en place les pays européens qui sont nos partenaires pour mieux contrôler les frontières de l'Europe? Merci. La parole est à Monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Étienne Blanc, la situation que vous avez décrite, effectivement, c'est celle à laquelle nous assistons. Et votre question porte sur la nécessité de bâtir aujourd'hui une véritable politique d'immigration commune en Europe. Une politique qui porte à la fois sur le contrôle de nos frontières, sur la lutte contre les filières d'immigration clandestine, mais aussi sur notre capacité à apporter la stabilité aux pays d'origine et à lutter contre les réseaux, y compris dans les pays de transit, les pays de provenance. D'abord, je voudrais rappeler qu'une réforme de Schengen a été adoptée en juin 2013, permettant de renforcer certaines règles comme le mécanisme d'évaluation ou encore la possibilité de réintroduire des contrôles temporaires aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles. Schengen, c'est ce qui nous permet, par la coopération, de mieux contrôler ensemble les entrées dans le territoire européen. Mais cela ne nous interdit pas, s'il y a des failles, de rétablir temporairement les frontières intérieures. Deuxièmement, il nous appartient de nous assurer que ces règles soient appliquées effectivement par tous les États membres de l'espace Schengen. Et le gouvernement est à l'initiative sur ce sujet. En particulier, Bernard Cazeneuve, vous le savez, qui, avec les ministres de l'Intérieur, a pris, avec la France, l'initiative de faire adopter un plan d'action global pour mieux gérer les flux migratoires. Dans l'immédiat, il a été décidé lors du Conseil Justice Affaires Intérieures qu'une opération Frontex renforcée, dénommée Triton, se substituera à l'opération italienne Mare Nostrum dès le mois de novembre. Ce sera une opération de contrôle des frontières extérieures de l'Union, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que cette opération n'appliquera pas le droit de la mer et ne sauvera pas des naufragés si cela devait advenir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un seul pays en Méditerranée qui peut assurer cette surveillance des frontières. Enfin,
nous mettrons en œuvre d'une façon intégrale et cohérente le régime d'asile européen commun, c'est-à-dire que l'arrivée des migrants sur le territoire de l'Union européenne doit être assurée, contrôlée. Merci. Il nous faut bâtir La parole ensemble est cette à réponse. Madame Marietta Karamanli. Bonjour. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Travail. Chers collègues, les jeunes sont aujourd'hui les premières victimes de la crise en Europe. En mars 2014, plus de 5 millions de jeunes européens n'avaient pas d'emploi. Partout dans l'Union européenne, le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans demeure très élevé et est généralement 2 fois supérieur de celui des adultes. L'Union européenne donc a proposé il y a quelques mois des mesures pour aider les États membres à lutter contre l'exclusion sociale des jeunes en assurant à ceux-ci des offres d'emploi, de formation ou d'enseignement. La garantie jeune, ainsi appelée, vise à permettre à chaque jeune de recevoir dans les 4 mois qui suivent sa sortie du système scolaire ou de la perte de son emploi, une offre de qualité qui permettrait justement de trouver un travail, de suivre une formation ou de reprendre des études. Il s'agit notamment de lutter contre ce qu'on appelle le phénomène de ceux qui ne sont pas à l'école, qui n'ont pas d'emploi ou qui sont sans formation. En 2013, à la demande de notre gouvernement, il a été décidé qu'un crédit spécial pour l'emploi des jeunes à hauteur de 6 milliards d'euros serait affecté à ce projet. Aujourd'hui, il semble que peu de pays aient transmis leur projet à l'Union européenne et que les fonds ne soient pas encore partout mobilisés. Pourtant, un New Deal pour les jeunes est indispensable pour sortir de cette génération de la crise. Monsieur le ministre, quels sont donc aujourd'hui les moyens budgétaires et financiers mobilisés et mobilisables pour la mise en œuvre effective de cette garantie et quelles sont aussi les principales initiatives qu'entend prendre notre pays en vue que l'État, les États et la Commission décident ensemble d'aller plus loin et plus fort en faveur de l'insertion des jeunes dans un emploi, dans une formation professionnelle ou dans l'enseignement. La parole est à Monsieur le ministre François Rebsamen. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Marietta Karamanli, ainsi que je l'ai déjà indiqué, vous l'avez rappelé, il y a en effet 1 an et demi, le Conseil européen a adopté la garantie européenne pour la jeunesse. Depuis, tous les États membres se sont mis en ordre de marche pour apporter des solutions pour lutter contre le chômage et pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. Cela concerne aujourd'hui près de 5,5 millions de jeunes en Europe. La garantie européenne est aujourd'hui une réalité. Mais, vous l'avez évoqué, en revanche, il reste un véritable problème et nous l'avons reconnu collectivement, c'est celui du financement à travers le Fonds Initiative européenne pour la jeunesse. C'est pourquoi, avec ma collègue allemande, Andrea Nahles, j'ai pris l'initiative de faire un certain nombre de propositions lors de la dernière réunion des conseils des ministres de l'emploi avec l'ancienne et la nouvelle Commission pour lever les obstacles qui sont rencontrés par les financements. Ces propositions ont fait l'objet d'un large consensus et elles seront reprises très prochainement. La nouvelle commissaire Marianne Thyssen me l'a confirmé et elle m'a confirmé son engagement sur le sujet. La France a été le premier pays à mettre en œuvre la garantie jeune, je voudrais le rappeler. En termes financiers, cela représente pour notre pays un effort de l'ordre de 620 millions d'euros. 16 régions françaises sont concernées, celles où le chômage des moins de 25 ans est supérieur à 25%. Ces fonds financeront notamment la garantie jeune à hauteur de 75 millions d'euros dès l'année prochaine. Et c'est ainsi qu'on pourra dire que 25 000 jeunes pourront entrer dans la garantie jeune à la française. Pour démontrer à nos partenaires européens que l'investissement dans la jeunesse, ça marche, il faut faire des propositions et j'ai proposé à la nouvelle commissaire de venir concrètement voir en France comment cela fonctionnait. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jean-Claude Mignon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la semaine dernière s'est tenu à Milan un sommet qui aurait dû être important puisqu'il devait privilégier le dialogue entre l'Europe et l'Asie. Une fois de plus, c'est le dossier russo-ukrainien qui était sous les feux des projecteurs. Et j'aimerais savoir, nous aimerions savoir les uns et les autres, quelles sont les conclusions que vous tirez de ce sommet.
Monsieur le Premier ministre, vous savez qu'aujourd'hui nous sommes englués en quelque sorte dans ce problème avec la Russie. Je crois que nous ne pouvons pas nier les responsabilités des uns et des autres, de la France bien sûr, mais surtout de l'Union européenne. Je ne reviendrai pas sur les négociations particulièrement calamiteuses qui ont été menées par l'ancien commissaire européen pour tenter de faire signer des accords d'association avec un certain nombre de pays dans le cadre de la politique de voisinage et d'agrandissement de l'Union européenne. Malheureusement, ces accords, vous savez ce qui en est advenu, et nous sommes aujourd'hui les uns et les autres confrontés à cette crise grave qui concerne bien sûr l'Ukraine. Monsieur le Premier ministre, nous n'avons pas vocation, je pense, à nous fâcher éternellement avec nos amis russes. Et je dis bien avec nos amis russes, surtout à une époque où nous commémorons le 100e anniversaire de la Grande Guerre. Je trouve personnellement inadmissible qu'on ne puisse pas accueillir Monsieur le Président de l'Assemblée nationale ou dans la Commission des Affaires étrangères, excusez-moi du peu, mais Monsieur Sergueï Narychkine, qui est le président de la Douma. Je crois qu'effectivement, Monsieur le Premier ministre, la France a un rôle important à jouer. Nous sommes un acteur privilégié vis-à-vis des Russes, et si quelqu'un peut faire quelque chose, c'est bien la France. Monsieur le Premier ministre, c'est aussi la première fois depuis que votre prédécesseur, Monsieur le Président, Monsieur Philippe Séguin, a créé la grande commission interparlementaire franco-russe. C'est la première fois cette année que nous n'allons pas pouvoir nous réunir avec nos amis russes, alors que le dialogue est véritablement indispensable. Monsieur le Premier ministre, je compte sur vous, nous comptons sur la France. Merci. La parole est à Monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Jean-Claude Mignon, je sais le rôle important que vous avez joué sur ces questions des relations entre l'Europe et la Russie au Conseil de l'Europe et le rôle que vous continuez à jouer. Depuis le début de la crise ukrainienne, la France a une position, le dialogue et la fermeté. Le dialogue, nous l'avons lancé le 6 juin en Normandie et il s'est prolongé début septembre avec la signature de l'accord de Minsk le 5 septembre, prolongé par un mémorandum du 19 septembre qui prévoit notamment un cessez-le-feu qui est pour l'essentiel respecté. Des élections législatives vont se tenir dans quelques jours en Ukraine. Un statut particulier transitoire pour les territoires sous le contrôle des séparatistes a été voté. Les grandes lignes donc, de cet accord Russie, Ukraine, UE sont respectées sous l'égide de l'OSCE et il y a également, vous le savez, un accord sur le gaz qui est en train de voir le jour. Néanmoins, les réunions du sommet de Milan auxquelles vous avez fait référence et au cours desquelles le président de la République, avec le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, ont pu rencontrer à la fois le président Poutine et le président Porochenko, ont montré la nécessité de rester ferme et vigilant. Il y a d'abord à vérifier que les engagements sont véritablement tenus par chacun. Et vous savez que la France, avec l'Allemagne, a proposé de déployer des drones d'observation pour mettre en œuvre cette mission de l'OSCE. Deuxièmement, si, comme nous l'espérons, la désescalade se renforce, nous devrons, avec nos partenaires européens, réfléchir aux moyens de l'accompagner, y compris au plan des sanctions. À plus long terme, il faudra aussi redéfinir les relations entre nous, Français et Européens, les relations que nous devons avoir avec la Russie. L'Ukraine a été un terrain de confrontation. Notre objectif est que demain, elle devienne un terrain de coopération. L'objectif de la diplomatie française, c'est de faire respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine, de faire en sorte que se rétablissent des relations de voisinage normales entre l'Ukraine et la Russie, mais aussi que se rétablissent des relations de voisinage normal et de partenariat entre la Russie et l'Union européenne. La parole est à Monsieur Jean-Christophe Fromentin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vous évoquiez tout à l'heure ce sujet européen. Nous partageons bien entendu tous cette inquiétude par rapport au risque récessif dans lequel la France pourrait tomber l'année prochaine. Nous sommes convaincus également que c'est dans le cadre d'un pacte et d'une dynamique franco-allemande qu'on pourra réamorcer une perspective de croissance. Pour autant, vous le savez, il y a 4 leviers qui permettraient de réamorcer cette perspective de croissance, notamment avec l'Allemagne. Et puisque les ministres de l'économie et des finances étaient en Allemagne au début de la semaine, il serait intéressant de bien comprendre quels sont les leviers qu'on peut activer avec nos partenaires allemands. Il y a 4 leviers. Il y a le levier de la politique monétaire. Et il semble que, de ce point de vue-là, il y ait quand même un désaccord sur la politique monétaire à tenir. Il y a le levier de l'injection de liquidités, comme ça a été fait récemment. Il semble que là aussi, il y a un désaccord avec l'Allemagne sur la pérennité de ce type de dispositif. Il y a le levier de la politique budgétaire. Et là, on est
obligé de constater un désaccord sur la politique budgétaire entre la France et l'Allemagne. Il reste donc le levier de l'investissement. Et là où j'ai besoin d'être rassuré, et je pense que beaucoup de collègues partagent ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un quiproquo entre l'investissement public, c'est ce que la France propose, l'investissement privé, c'est ce que l'Allemagne nous répond. Et vous savez que le système allemand, notamment les dernières dispositions réglementaires, font que l'Allemagne dit non, nous on ne mettra pas 50 milliards en investissement, au maximum 13 milliards puisque c'est une nouvelle règle constitutionnelle, et 13 milliards d'investissement en Allemagne, ça contribue à 0,05% à peine à la croissance française. Et donc il y a un doute, et moi je souhaiterais que vous nous donniez quelques détails sur finalement quels sont ces fameux leviers de relance franco-allemands, parce qu'à lire ce qu'il est ressorti de la presse, je ne vois pas, honnêtement, aujourd'hui, des vrais effets de relance avec nos partenaires allemands. Merci. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Merci, Monsieur le député, pour la question constructive que vous posez. Nous sommes tous préoccupés, et au fond, c'est vraiment ça qui devrait nous rassembler, par la situation de la zone euro. Et si vous voulez qu'une zone euro retrouve une croissance suffisante, dans un monde lui-même plus en croissance que nous, mais qui s'interroge malgré tout sur la durabilité de cette croissance, il faut que la France et l'Allemagne travaillent ensemble. Pas seulement parce que nous serions la France, l'Allemagne, l'histoire, mais pour des raisons extrêmement concrètes. La France et l'Allemagne, c'est plus de 50% de la production, j'allais dire de la richesse de cette zone euro. Et donc il faut agir ensemble, en commun. Ça ne veut pas dire donner des ordres les uns aux autres. Ça, chacun doit faire chez lui ce qu'il est nécessaire de faire pour que l'Allemagne aille mieux et que la France aille mieux. Mais nous pouvons agir ensemble pour faire en sorte que les leviers que vous venez de décrire avec beaucoup de pertinence puissent être activés avec efficacité. Je ne reviens pas sur la politique monétaire, elle appartient à la Banque centrale européenne. La France considère que c'est la bonne politique. Je ne reviens pas sur la politique budgétaire. Il est nécessaire, la France le dit, et nous partageons de plus en plus avec l'Allemagne la même préoccupation, il est nécessaire de continuer à diminuer nos déficits, mais à un rythme qui soit compatible avec une croissance supérieure. Enfin, il y a la question de l'investissement. La question de l'investissement est décisive parce qu'au fond, c'est à la fois une stimulation de la demande immédiatement, c'est plus de travail pour nos entreprises et c'est en même temps plus de capacité de développement pour nos économies. Si on investit dans les infrastructures de transport, dans les infrastructures énergétiques, dans les infrastructures virtuelles, dans la recherche et le développement, qui est aussi un investissement absolument nécessaire. La France et l'Allemagne ne sont pas d'un côté l'investissement privé, de l'autre côté l'investissement public. Nous progressons ensemble. Du côté allemand aussi, ils ont besoin d'investissement public. De notre côté, nous avons besoin de plus d'investissement privé. C'est comme ça que nous progressons et c'est comme ça que nous serons efficaces, Allemagne, France, ensemble, pour une Europe plus forte. Merci. La parole est à Monsieur Pierre Lelouch. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adressait au Premier ministre, mais malheureusement, il vient de partir. Elle concerne un sujet grave, l'épidémie d'Ebola. Si on doit féliciter Médecins sans frontières pour avoir été le premier à tirer la sonnette d'alarme, il faut constater avec consternation que l'OMS n'a strictement rien fait entre décembre 2013 et août 2014, c'est-à-dire pendant 10 mois. Entre-temps, l'épidémie s'est développée de façon fulgurante au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée, et compte tenu de la porosité des frontières, elle menace beaucoup d'autres pays africains et même l'Europe, naturellement. Certaines évaluations parlent de 4 500 morts. Aux États-Unis, j'ai interrogé les responsables du CDC, du Center for Disease Control, qui, eux, évaluent à 1,5 million de morts en début d'année les conséquences de cette épidémie si rien n'est fait pour la stopper immédiatement en Afrique. Donc l'Europe a besoin d'aider l'Afrique. Et la question, c'est que fait l'Europe? Les ministres des Affaires étrangères se sont réunis lundi dernier à Luxembourg. Ils ont accouché d'une souris, à peine 500 millions d'euros, et la nomination d'un monsieur Ebola. Les Américains ont envoyé des forces militaires pour aider à la construction d'hôpitaux de campagne au Libéria. Les Anglais en ont fait de même en Sierra Leone. Nous avons commencé à le faire en Guinée. Nous avons commencé aussi à contrôler la température à l'arrivée de l'aéroport de Roissy pour un seul vol en provenance de Conakry. La question que je voudrais poser au gouvernement, c'est jusqu'à quel point tout cela est vraiment sérieux. Est-ce qu'on est sûr, alors que nous sommes la première destination, le premier point de transit de tous les vols en provenance d'Afrique, beaucoup d'entre eux, que ces mesures vont suffire
quelle est au juste la politique de la France et quelle est tout juste la mobilisation européenne? Pourquoi cette passivité européenne face à un danger aussi grave? Voilà la question que je voulais vous poser. Monsieur le député. La parole est à Madame Annick Girardin, secrétaire d'État chargée du développement et de la francophonie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lelouch, la France est intervenue en Guinée en déployant des moyens matériels, personnels, financiers substantiels au cours des dernières semaines, et je me suis également rendue il y a un mois en Guinée pour exprimer la solidarité de la France à la Guinée. Toutes les analyses, et vous avez raison, conduisent aujourd'hui sur le terrain à dire que cette épidémie au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée va encore aujourd'hui connaître une expansion. Une nouvelle mobilisation européenne est nécessaire et cette mobilisation européenne, aujourd'hui, elle a lieu. Laurent Fabius a pris l'initiative, lors du Conseil des affaires étrangères du 20, vous venez de le dire, dernier, de proposer un renforcement de l'action européenne. Et puis, vous dites accoucher effectivement d'une souris, que la montagne accouche d'une souris. Non, parce que dans les mesures qui ont été définies, un coordinateur européen, c'est indispensable pour qu'aujourd'hui, les forces et les moyens européens qui ont été annoncés soient coordonnés effectivement avec l'action internationale et avec les actions nationales. Une réponse également très attendue de nos partenaires des Nations Unies, de l'OMS, mais également nos partenaires ONG, c'est-à-dire la mise en place d'un système d'évacuation sanitaire des volontaires internationaux qui vont aujourd'hui dans ces 3 pays et nous en avons besoin. C'est une demande qui permettra aujourd'hui, ou une réponse qui permettra aujourd'hui une plus grande mobilisation des volontaires. Et puis, troisièmement, effectivement, une analyse de l'ensemble et une dynamique de l'ensemble des ressources qu'il nous faut mobiliser. Oui, le défi est important. Oui, le défi est extrêmement énorme devant nous et nous devons nous mobiliser tous ensemble pour réussir. Et la France est en pointe sur ces questions. La France mobilise notamment, puisque j'étais à Berlin, les Allemands avec nous demain pour répondre en termes de centres de traitement en Guinée. Et puis la France est mobilisée également à l'intérieur. C'est effectivement la mission de Ségolène Royal. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Luc Blunven. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Ma question s'adresse à Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Monsieur le ministre de la Défense, les menaces aux frontières de l'Europe sont nombreuses, à l'est et au sud de l'Union. L'Europe doit aujourd'hui assurer sa propre sécurité. La France aujourd'hui apparaît comme l'aiguillon de la politique de défense de l'Union européenne. La France agit au Moyen-Orient, en Afrique. Elle joue un rôle de médiateur et de mobilisateur, mais elle ne peut pas faire tout toute seule. Et je tiens ici à saluer l'engagement total de nos soldats au Mali, en République centrafricaine, au Liban et en Irak. Comme le Président de la République et vous-même le soulignez régulièrement, l'engagement de la France sur ces différents théâtres contribue de manière tout à fait essentielle à la sécurité commune de l'Union européenne. Nos modes d'intervention appuyés sur une coordination internationale d'une part et fondés sur nos valeurs et notre histoire d'autre part, induit le respect hors de nos frontières. Ceci renforce une image de la France que personne ne peut contester. Et je souligne ici l'union nationale autour de ces questions. Aussi, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous indiquer comment nos partenaires européens sont engagés aux côtés de la France sur les différents théâtres d'opération, tant au Mali qu'en RCA ou en Irak? Quelle est leur contribution? Quelles sont leurs initiatives et implications concrètes? Par ailleurs, un des engagements majeurs du Conseil européen de décembre 2013 était d'améliorer la réactivité de l'Union européenne pour agir face aux crises. À l'heure où nous débattons de notre budget, cet engagement est-il tenu, Monsieur le Ministre, car on a parfois le sentiment que la solidarité européenne tarde à se concrétiser et qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir pour partager le fardeau de la défense. À cet égard, Monsieur le Ministre, qu'en est-il de l'évolution du mécanisme Athéna de financement des opérations européennes qui devait évoluer en 2014 ? Merci. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Luc Blunven, je vais, dans ma réponse, compléter la réponse que j'ai faite tout à l'heure au député Alex Poniatowski sur le même sujet. Je ne vais pas revenir sur les orientations du Conseil européen de décembre dernier, mais je voudrais compléter mon propos par rapport à vos interrogations. Il est vrai que les situations de risque auxquelles nous sommes confrontés, la gravité des situations sur différents théâtres en Afrique et au Moyen-Orient, la pression des menaces permet, à toute chose malheur est bon,
de renforcer la nécessité de construire progressivement l'Europe de la défense. Et pour répondre plus concrètement à vos préoccupations, je voudrais vous dire que, par exemple, au Mali, aujourd'hui, pour la formation de l'armée malienne, c'est l'Union européenne qui est à l'ouvrage. Et il n'y a, sur les 500 militaires européens représentant 20 nations qui contribuent à la reconstruction de l'armée malienne, que 10% de Français. Et c'est dirigé par un général espagnol. De la même manière, en République centrafricaine, aujourd'hui, en ce moment même, les forces de l'EUFOR contribuent à la sécurité dans Bangui. Et au large de la Corne d'Afrique, l'Union européenne a diligenté une mission qui s'appelle Atalante, qui permet d'assurer la sécurité des trafics. Alors, il y a des avancées. Elles ne sont pas suffisantes. Il y a deux éléments que je voudrais mettre à notre réflexion. Le premier concerne le financement, le mécanisme Athéna. Il n'est pas logique que seulement 10% des frais engagés par les États intervenants soient couverts par l'Union européenne. Ce n'est pas incitatif. Il faut changer cela. Et puis, par ailleurs, il sera nécessaire de former demain la nouvelle armée de la République centrafricaine et je pense que l'Europe sera au rendez-vous. Vous voyez, l'Europe avance. Merci. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.